Oui, enfin ça c'est le titre que j'avais donné quand on me l'avait demandé. Et puis j'aborderai cette question, mais à la lueur de ce qui s'est dit aujourd'hui, je vais peut-être réorienter un peu mon propos. Et en deux mots, je suis anthropologue et j'ai fait mon travail. J'ai fait un travail de terrain à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital Sainte-Anne, plus exactement à Henri Roussel, donc où j'ai été recruté dans un premier temps comme anthropologue dans le service, et très vite, eh bien, la clinique m'a passionné et je me suis plus intéressé à la clinique qu'à l'anthropologie, en tout cas à l'anthropologie dans le service. Et c'est peut-être plus en tant qu'analyste, en tant que psychanalyste que je vais vous parler qu'en tant qu'anthropologue. Mais et je vais d'abord vous dire ce que je crois. C'est-à-dire, je crois que nous avons oublié que nous parlions. C'est-à-dire qu'il a été fait mention ce matin de la spécificité des humains par rapport au règne animal. Et je crois que effectivement, on a le sentiment que, et l'éthologie moderne nous montre que bien des animaux sont capables d'une pensée qui, à certains égards, pourrait se rapprocher de la nôtre. Que néanmoins, il y a quelque chose qui nous différencie des animaux, c'est que si les animaux ont la capacité éventuellement de mobiliser une pensée qui ferait appel à l'image, voire même, j'irais même jusqu'à dire, si neurologiquement on n'a aucune raison de douter qu'éventuellement les grands singes seraient tout à fait aptes à combiner des signifiants, il se trouve que par ailleurs, eh bien, la position de leur larynx leur interdit. Et que donc nous sommes la seule espèce animale à avoir non pas un langage, puisqu'on sait que d'autres espèces animales ont un langage, mais nous sommes la seule espèce animale à avoir un langage qui est fondé sur la capacité que notre appareil phonatoire a de produire des sons ayant une valeur oppositionnelle. Et que ça, c'est fondamental. Et qu'on ne peut pas faire de l'anthropologie, ni d'ailleurs de la psychanalyse, si on ne garde pas à l'esprit cette affaire, c'est-à-dire que nous avons tous à en passer par le langage. Et nous n'avons pas le choix, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Là où on peut éventuellement avoir le choix, c'est qu'effectivement, en tant que grands prématurés, je dirais que nous naissons tous comme des martiens. C'est-à-dire il faut que nous trouvions individuellement et avant toute forme d'influence sociale le chemin vers la possibilité d'avoir accès au symbolique. Et que ça se fait très tôt, individuellement ou pas. Et que la question qui se pose, c'est la question de la capacité à penser l'absence. Et que, là, de ce point de vue-là, aussi bien la clinique du Forda avec Freud que le stade du miroir avec Lacan nous montrent comment il faut qu'on se débrouille pour avoir accès au symbolique, c'est-à-dire, au fond, utiliser la valeur oppositionnelle des phonèmes pour pouvoir mettre en place une présence sur fond d'absence. C'est-à-dire que quand je nomme un objet en tant que je le désire, il faut bien qu'il soit là, mais sur une modalité qui est celle de son absence. Et c'est par ce biais-là que nous pensons le monde. Hein. C'est-à-dire la question de l'absence, du manque. Eh bien, Ernst, le petit-fils de Freud, il tente une maîtrise de cette absence, notamment de l'absence de sa mère, par le fait qu'il oppose les phonèmes O et A, peu importe qu'en allemand, eh bien, ça corresponde à fort et à da, c'est-à-dire loin et ici. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une valeur oppositionnelle des deux phonèmes et qui s'amuse en même temps à lancer cette bobine où le O accompagne le départ de la bobine, la disparition de l'objet, et le retour est généralement jubilatoire avec le A. Et Freud observe que, en plus, l'enfant est capable de différer, c'est-à-dire il va lancer plusieurs fois la bobine pour que, à la fois au moment où il va s'accorder la jubilation, eh bien, elle soit d'autant plus forte quand il la ramène. Il la ramène plusieurs fois sans manifester sa jubilation, et au bout de 10 fois qu'il a lancé la bobine, il va la ramener en étant là dans la jubilation. Quant à la question du stade du miroir, il était question de la capacité que certains animaux ont aussi de se reconnaître dans le miroir. C'est tout à fait vrai, notamment les pies, aussi bizarre que cela puisse paraître.
Mais la différence, c'est que, et c'est très important sur la question du religieux, c'est que au moment où l'enfant est capable de repérer une masse dans le miroir, une image, alors qu'il n'a pas encore achevé son schéma sensorimoteur, eh bien, il est dans les bras d'un parent dont il connaît l'image, qu'il repère l'image dans le miroir, et par déduction, c'est une des modalités de la pensée, eh bien, il en déduit logiquement que l'image qu'il y a à côté de l'image qu'il reconnaît alors qu'il est dans les bras de la personne dont il connaît l'image, eh bien, c'est la sienne. Et à ce moment-là, ce qui est fondamental, c'est l'intervention de l'adulte qui va dire « Oui, c'est bien toi, Benoît ». C'est-à-dire que là aussi, les phonèmes jouent un rôle, c'est-à-dire que le prénom, en tant que pré-symbole, donne toute son importance à la question du langage. Et que l'enfant qui, par le biais de l'accès au symbolique, eh bien, met en place aussi l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il reconnaît son image, et il met en place le réel. Et que ce réel, on peut voir qu'il n'est pas le même pour toutes les sociétés, pas le même pour tous les... Et là, c'est là-dessus que je reviendrai à mon propos initial prévu. J'essaierai de montrer comment, non seulement il y a la parole, mais il y a les systèmes d'écriture, et de mon point de vue, il n'y a pas de société sans écriture. Et qu'en fonction du type d'écriture qui se met en place, qui sont toujours liés à la question du religieux, l'invention de l'écriture est toujours liée à la question de la divination. On le sait en Chine, on le sait en Mésopotamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à opposer croyance et savoir. C'est l'un contribue à l'autre. Et que, eh bien, cet enfant à qui on dit Benoît, c'est bien toi, c'est bien ton image, eh bien, pour parler de l'identification dont tu as parlé, Sébastien, là, c'est une identification un peu particulière. C'est que on ne s'identifie pas à l'autre ou au groupe dont on veut faire partie. C'est qu'on est identifié par l'autre qui dit oui, c'est bien toi. Et cette identification, elle est une identification par le grand autre, c'est-à-dire l'ensemble de tous les signifiants. Et qu'on n'est jamais seul. C'est pour ça que la question de la construction de soi, elle suppose toujours quelque chose de ternaire. Il y a le petit autre, en tant que c'est l'autre imaginaire, mais il y a toujours le grand autre. Et c'est par ce biais du grand autre que l'on reçoit nos propres pensées. Je dis toujours à mes étudiants, entraînez-vous à faire du sport pour être capable, le jour où il y a quelqu'un qui vient vous mettre une idée dans la tête, de vous retourner le plus rapidement possible pour savoir qui c'est. Ben, vous n'y arriverez pas. Parce que vos idées, vous les recevez toujours d'un autre. Alors, la différence entre le psychotique et le névrosé, c'est que le psychotique, il les reçoit sur un mode direct. C'est ce qu'on appelle le syndrome SVP. Alors, comme on sait que les voix dans la psychose sont souvent dépréciatives, vous devez vous douter que c'est pas « s'il vous plaît », c'est « salope, vache, putain ». C'est comme ça que le grand hôte il s'adresse aux psychotiques. Moi j'ai eu des patients, notamment il était à la laverie avec son sac, tous les dimanches il allait laver son linge, il regarde le tambour, flap flap, flap flap, puis au bout d'un moment ça dit « espèce de pédé, espèce de pédé, espèce de pédé ». C'est des phénomènes qui sont xénopathiques, persécutifs, et qui sont liés au fait que justement, eh bien, dans la psychose, il y a un refus de faire avec le manque. C'est même la question du manque n'est pas posée. Il n'y a pas d'autre. Or, dans la névrose, le manque se met en place et le type de rapport au langage que l'on entretient, c'est de pouvoir trouver abri et protection dans le langage. Et on trouve abri et protection dans le langage par le biais d'un mécanisme qui est fondamental pour la question de la croyance, c'est celui du refoulement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons la capacité,
Je dis toujours, la mémoire, c'est un mécanisme qui sélectionne ce qui doit être oublié. Ben, le refoulement, c'est un mécanisme qui fait que ce qui est particulièrement désagréable, eh bien, on réussit, sauf dans le cas de trauma majeur, où ça pose justement problème, parce qu'on n'arrive pas à placer des signifiants sur le trauma, eh bien, le refoulement, c'est ce qui permet de passer à autre chose, qui est là quand même la meilleure définition de ce que c'est que la bonne santé psychique, la capacité de passer à autre chose. Ben, quand on n'est pas capable de passer à autre chose, je disais à David tout à l'heure, pour illustrer la différence entre la névrose et la psychose, prenons deux vieilles dames qui sont, qui sont à l'église le matin, pour les matines, et qui voient un jeune prêtre extrêmement beau de sa personne, musclé et tout ce qu'il y a de désirable, et qui ont la même pensée, la même chose leur tombe. Hein. En allemand, c'est encore plus net, c'est « Es ist mir eingefallen, es fällt ein ». Ça tombe à l'intérieur. Eh bien, elles ont la même pensée, le même phénomène élémentaire, si vous voulez. Sous la soutane, il y a des organes génitaux. Et la première d'entre elles va dire « Dis donc, ma fille, ce matin, t'es quand même plutôt d'humeur coquine, elle va prendre son panier, elle va vaquer à ses occupations, ça va pas la gêner plus que ça. » La seconde, ce n'est pas possible que ça soit elle qui ait pensé ça. Et donc, pour se défendre de l'impossibilité qu'elle ait de penser ça, elle va mettre en place, toujours à fin curative, toujours à fin défensive, un délire. Il faut qu'il y ait un délire qui vienne expliquer pourquoi à un moment donné elle a pensé ça. Et évidemment, c'est forcément qu'elle est possédée ou que Satan lui a mis ça dans la tête. Et il y a quelque chose d'exogène. C'est pour ça que la voix, c'est évidemment une pensée qui vient du patient, mais sur un mode xénopathique qui fait retour et qui vient le persécuter. C'est pas une vraie voix qu'il entend. Mais ça ne peut pas être lui qui pense ça. Ce qui est différent des hallucinations sur la base de la suggestion ou qui sont collectives. On connaît les épisodes des possédés de Loudun, on connaît les épisodes d'hystérie collective à Morzine, où les services de la République ont envoyé les hussards et ça a calmé tout le monde, mais pas de la manière dont on pourrait le penser. Ils n'ont pas maintenu l'ordre, mais ils ont satisfait ces dames et ça a opéré et construit une route qui désenclavait la vallée et ça a opéré, ça a calmé les esprits, alors qu'il y avait une excitation sérieuse qui avait conduit notamment à ce qu'elle renverse l'évêque qui, pour faire plaisir au service sanitaire de la République avec qui il était en train de se rapprocher, bien refusait de faire venir un exorciste. Donc, ça, c'est des choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire que nous parlons et nous sommes tous des croyants. C'est-à-dire que le réel, c'est quelque chose d'insoutenable. Le réel, c'est le trou béant qui va tous nous avaler. Et quand on se tient à la hauteur de ce trou, eh ben, on a absolument besoin de croire. Et il y a des cas connus. Nathan Wachtel, dans La Vision des Vaincus, montre très bien comment le traumatisme de la conquête et la mort d'Atahualpa, eh bien, ça entraîne une diminution considérable de la population indienne. Pas tant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les Européens ont amené des virus qui ont conduit à une hausse de la mortalité. Ils l'évaluent, c'est pas ça. Pas tant à cause des massacres perpétrés par les Européens, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Et pas non plus en raison des corvées qui auraient tué les Indiens au travail, puisqu'il montre que par ailleurs les corvées imposées par les conquistadors étaient à peu près équivalentes aux corvées imposées par l'Inca. Simplement, c'est le monde qui s'écroule. C'est même la manière de penser le corps, la sexualité. C'est-à-dire que on peut faire l'hypothèse que, effectivement, il semble que ça soit le cas, il y a une chute de la population due à des troubles érectiles extrêmement importants chez les hommes et à des aménorrhées chez les femmes.
C'est-à-dire quand le monde s'écroule, quand le système de croyance auquel vous êtes habitué, qui fait que votre corps fonctionne comme il fonctionne, le type de rapport que vous entretenez avec l'autorité, avec le religieux, avec le sacré, quand tout ça s'effondre, eh bien, c'est le monde qui s'effondre. Et je prendrai un autre exemple. Quand je dis que nous sommes tous des croyants, les nazis avaient parfaitement compris ça. L'officier nazi qui était au-dessus de la chambre à gaz et qui avait compris que c'était beaucoup plus, permettez-moi l'expression, je la mets entre guillemets, mais c'est comme ça qu'il parlait, rentable de faire rentrer les gens dans la chambre à gaz sans qu'ils y soient nécessairement contraints, si on arrive à les convaincre de le faire, eh bien, alors que les gens arrivaient au bout de 3 jours de voyage absolument horrible, ils demandaient qui est maçon. Quand vous êtes dans une situation où on vous a fait voyager dans ces conditions-là, on vous demande qui est maçon, qui est tailleur, ben vous levez la main. Parce qu'il y a quelque chose de la croyance qui semble à un moment donné rétabli. Eh bien, on vous dit, bon, ben c'est bien, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour l'effort de guerre du Reich, mais en attendant, vous allez rentrer là où vous savez. On ne peut pas faire autrement que de croire. Alors, après, d'ailleurs, je ferai le constat, il n'y a pas d'exemple de société humaine sans qu'il y ait de langage fondé sur la double articulation signifiante, phonème, morphème. Il n'y a pas de société humaine sans prohibition de l'inceste. Et il n'y a pas de société humaine sans manifestation religieuse. Ça n'existe pas. Parce que se tenir à hauteur de ce réel dont je parlais, c'est absolument insupportable. C'est l'impossible. On ne peut rien en dire. Donc nous avons tous besoin de croire parce que nous parlons. Et que nous n'avons que ça. C'est-à-dire qu'on peut véritablement dire que s'il y a un défaut dans la pureté du non-être, c'est le langage. Alors, Claude Lévi-Strauss, mu par son monisme biologique matérialiste, veut ramener ça à des questions de structure qui, au fond, sont... C'est l'avant-garde du cognitivisme, Claude Lévi-Strauss. Hein. Il n'empêche qu'à force de vouloir dire que la structure, elle est déterminée par une métastructure qui elle-même serait déterminée par une métastructure, la seule chose qui nous reste, c'est que nous parlons. Et que c'est un fait social, fondamental, et qu'on ne peut pas se permettre de l'oublier. C'est aussi ça qui fait que nous sommes pris dans quelque chose qui est un manque à être, parce qu'à chaque fois que nous cherchons à nous déterminer, nous avons uniquement des signifiants, qui en plus ne renvoient pas à un signifié qui leur serait collé, mais qui ne produisent de la signification que parce qu'il y a de la combinatoire entre des phonèmes. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui est quand même assez peu substantiel. Et c'est pour ça que nous développons tous des symptômes, qui sont des modalités de croyance. Je m'arrange avec le réel sur ce mode-là. C'est-à-dire, c'est parce que nous parlons aussi que nous sommes les seuls animaux à être capables de jouir, de se refuser la satisfaction d'un besoin. Allez voir chez les cochons sauvages, si vous en trouvez un qui refuse de manger un tas de patates parce qu'il se trouve trop gros, vous viendrez me chercher. Or, vous trouvez des troubles de ce genre chez les animaux qui sont aussi baignés dans le langage. Et l'anorexie, c'est vraiment l'exemple du trouble qui consiste à se refuser la satisfaction d'un besoin. Et la question du manque, elle se met en place par l'acceptation de la perte de ce qu'on pourrait appeler un objet. Et cet objet, soit il est radicalement et définitivement perdu et vous êtes du côté de la névrose, soit il n'est pas perdu et il fait retour sur un mode persécutif.
Et il fait retour de plusieurs manières. Soit vous vous identifiez avec cet objet, et dans ce cas-là, vous devenez très vite le pilote de la Germanwings, atteint de ce qu'on appelle une mélancolie altruiste. Le monde est si horrible que de toute façon, je veux me débarrasser de ce poids, cet objet, je veux m'en débarrasser. Et en plus, comme je suis altruiste, eh ben, les 150 passagers qu'il y a derrière, de toute façon, le monde est aussi horrible pour eux, donc je vais leur permettre d'échapper à ça. Et je précipite mon avion sur la montagne. 150 morts. Le curé de Morlaix, l'année dernière, il y a 2 ans, en plein office. À un moment donné, les paroissiens interloqués, monsieur le curé se met à courir, traverse la ville, monte au-dessus du viaduc qui traverse la ville, et pouf, il se balance dans le vide. C'est-à-dire que là, la question de se débarrasser de cet objet, elle est centrale. Le problème des mélancoliques, c'est que quand ils se débarrassent de l'objet, comme ils s'identifient à lui, ils y passent aussi. Et que c'est extrêmement compliqué cliniquement, pour la simple et bonne raison qu'en plus, souvent, ils vont mieux à partir du moment où ils ont pris la décision de se tuer. Et si vous êtes inexpérimenté, vous dites, monsieur Untel, il va mieux. Ben oui, d'accord, une autorisation de sortie. Et boum, vous apprenez qu'il s'est balancé du haut des tours de Notre-Dame. Dans la manie, là c'est autre chose. La manie, c'est cet objet qui vient... non, c'est pas cet objet, c'est le grand autre qui vient parler le patient. Il parle à sa place. Sur quelque chose qui est fondé sur l'allitération dont vous parliez ce matin. Et ça donne des choses du style, pour illustrer un peu ce que c'est que le discours du maniaque, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle, or il n'y a personne qui parle. Le discours du maniaque, ça donne à peu près chien de chasse, chasse à court, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, lait de vache, vache à eau, eau de vie, vie de chien, chien de chasse, chasse à court. Et vous continuez, ça se dévide, ça parle et il n'y a personne. Et alors, quand on a fait le choix d'en passer par le langage pour faire avec le manque, là-bas on est du côté soit de la perversion, et le pervers va fonctionner sur le mode « je sais bien mais quand même », c'est-à-dire je sais bien qu'il y a une différence des sexes, mais je veux rien en savoir. Et il va vouloir absolument venir, il veut pas le croire, et il va vouloir absolument venir greffer un phallus imaginaire sur le corps de la femme. C'est d'une banalité, il suffit que vous sortiez au premier kiosque et vous allez acheter la presse spécialisée, vous verrez, c'est toujours la même chose. Hein. L'abdominale, elle est talon aiguille de 10 cm, elle a une cravache, il y a toujours un objet qui vient faire en sorte que je sais bien, mais quand même, il n'y a pas de différence des sexes. Je clôt la parenthèse sur la perversion. Maintenant, venons-en à la névrose. Eh bien, la névrose, il y a un découpage de l'objet, et qui d'ailleurs, dans la névrose obsessionnelle, est un découpage qui n'est jamais complet, qui est toujours recommencé. Ce qui fait que, par exemple, le grand Dussault, dans son texte de psychiatrie classique du 19e siècle sur la folie du doute, montre comment vous avez des patients. Moi, ça m'est arrivé de recevoir un patient atteint de folie du doute. Il est avec son cartable, il vous dit qu'il va le poser à gauche, puis après il se reprend, il va le poser à droite, et au bout d'une demi-heure, il l'a toujours à la main. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire quelque chose qui soit un acte, qui fasse que... il y a un choix qui soit fait, mais ce choix, il ne peut pas en supporter les conséquences. Donc c'est très compliqué. Et puis, alors, pour revenir à la question tout à l'heure sur la question du cerveau, je veux dire, on sait depuis Charcot que l'hystérie, c'est un trouble fonctionnel et que ce n'est pas un trouble organique. Et justement, il a parfaitement montré que l'hystérie n'était pas... Pourtant, c'était un organiciste, hein. C'était un organiciste, Charcot. Il en arrive à la conclusion que non. C'est pas un trouble organique, c'est un trouble fonctionnel. Et sur la question de la croyance et des hallucinations collectives et des épisodes collectifs, l'hystérie, de ce point de vue-là, même si c'est une catégorie nosographique qui a été supprimée par l'association des psychiatres américains par un vote à main levée, on rigole, ça reste tout à fait pertinent.
Et je ne sais pas si vous avez vu le magnifique film qui s'appelle, je crois que c'est Albertine, sur cette patiente de Charcot. Il faut absolument voir ce film parce que ça montre bien comment il y a une plasticité du symptôme, comment c'est pris dans le transfert. Et ce sont des choses qui sont, de mon point de vue, absolument incontournables. Il faut garder ça à l'esprit. Alors, sur la question du refoulement. Le refoulement, eh bien, je fais l'hypothèse qu'en fonction du système d'écriture, il n'est pas le même. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend le texte... de mon point de vue, il n'y a pas de société sans écriture. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du recours au signe, à la marque, au tatouage, à la scarification, pour écrire la loi du groupe, pour reprendre l'article de Clastres qui s'appelle « De la torture dans les sociétés primitives », il montre bien, ça pose la question aussi de l'acceptation ou du caractère volontaire de la croyance, c'est-à-dire que quand vous êtes l'objet d'une initiation, eh ben, c'est volontaire, mais en même temps vous n'avez pas le choix. Et que les types, ils sont torturés, c'est-à-dire qu'on leur enfile des broches dans les muscles et ils doivent être traînés par terre jusqu'à ce que les broches déchirent les tissus pour laisser des cicatrices. Et il raconte dans son article comment il y a un type qui est particulièrement fort et beau et l'Assemblée commence à être extrêmement émue par le fait que si ça continue et qu'on n'arrive pas à ce que les broches cèdent et déchirent la viande, la chair, eh ben, il risque d'y passer. Donc, une clameur monte et le chef de cérémonie dit non. Et puis, il finit au bout d'un moment par se raviser à dire « Bon, bah, on arrête ». Et c'est le type lui-même qui continue parce qu'il sait que si il ne respecte pas le rituel d'initiation, il n'aura pas sa place dans le groupe. Et donc, vous avez des sociétés où le refoulement, il porte par le fait que vous devez absolument avoir votre place dans le groupe. C'est indispensable. Ce sont des sociétés où il n'y a pas d'individualité au sens où on l'entend, nous, en Occident, et où, si je reprends le texte de Mauss qui s'appelle « De l'effet physique, de l'idée de mort, de l'effet physique sur l'individu, de l'idée de mort suggérée par le groupe », il montre bien comment vous avez des types qui, ayant transgressé un tabou alors qu'ils sont en parfaite santé, meurent. Il y a une efficacité létale de la parole. Or, notre ethnocentrisme et notre rationalisme nous conduit toujours à dire « Oui, mais vous savez, chez ces gens-là, il y a des tas de substances létales dans les plantes et autres. Rien ne nous dit qu'on n'a pas glissé une substance létale dans l'alimentation. » Mais on sait en psychiatrie, dans les services, que vous avez des patients, vous avez la famille qui vient, tout va bien, 3 jours après, vous les rappelez en disant bah, « Désolé, il est mort. » La catatonie, qui a même été isolée comme étant une catatonie mortelle, c'est-à-dire vous avez à un moment donné une prise en masse. C'est les gens avec les neuroleptiques, on ne voit plus tout ça, mais vous avez, quand vous trouvez des photos des hôpitaux psychiatriques au 19e, vous aviez notamment ce qui caractérise la catatonie, c'est ce qu'on appelle la plasticité cireuse, c'est-à-dire qu'on prenait un type, on lui disait tiens le parapluie, croise la jambe et lève le bras. Ben vous, on vous demande de faire ça, au bout de 2 minutes, vous dites bon, ça va. Plusieurs heures, il pouvait tenir la position. Donc ça répond aussi à la question que vous posiez. Quelle est la place du corps ? Il n'y a pas à isoler d'un côté le discours et de l'autre côté le corps. Notre corps, il est aussi déterminé par notre positionnement par rapport au langage. C'est ce qui s'appelle dans la psychose l'hypocondrie. Une désorganisation fonctionnelle du corps et qui n'a rien de neurologique. À telle enseigne que parfois, avant de décéder, un psychotique extrêmement malade, eh bien, il y a une guérison qui s'opère. Les symptômes les plus lourds disparaissent. Ces symptômes, ils peuvent aller jusqu'à la désorganisation des grandes fonctions. Les grandes fonctions vitales, elles sont aussi régies par notre rapport au langage. Et donc, dans une société où l'écriture se fait à même la peau,
sur la surface du corps, et non pas sur une surface différenciée, eh ben, évidemment, les effets de la transgression, ils sont assez radicaux. Voilà. J'aurais fini. C'est pas moi, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Ils sont assez radicaux. Alors, très, très brièvement, puisqu'il me reste 5 minutes, maintenant vous êtes au courant. Eh bien, et je trouve que les exposés, notamment celui de David et de plusieurs autres, sont tout à fait intéressants. C'est qu'effectivement, avec l'invention de l'alphabet, quand même le premier système qui pousse la décomposition des phonèmes, même si c'est imparfait, parce que, notamment pour rendre compte des langatons, ou même pour rendre compte dans la manière la plus subtile de la dimension orale de toute langue, la lettre reste quelque chose qui a une scorie du figuratif et du hiéroglyphe. Mais néanmoins, on a une possibilité de refoulement qui est absolument magistrale, une capacité d'abstraction qui n'a pas d'autre équivalent, et qui est à l'origine de la science aussi, c'est-à-dire que le sujet de la science, c'est un sujet qui justement est capable de se départir de lui-même pour se regarder fonctionner. Donc ça suppose un sujet qui soit divisé, et je dirais que l'écriture alphabétique, elle met l'accent sur la question de l'énonciation, et toute son importance. Maintenant, dans les sociétés que j'appellerais plutôt les sociétés de l'écrit, alors les sociétés auxquelles j'ai fait référence avec Lastre, j'appellerais ça les sociétés du marquage. Les sociétés de l'écrit qui sont l'Égypte ancienne, la Chine, le Japon, vous avez là le recours à quelque chose qui est différent, c'est-à-dire que l'image, nous sommes les héritiers des Grecs, donc nous avons complètement oublié que l'alphabet, eh bien, il tire son origine de toute une évolution, j'ai pas peur du mot, même si on est chez les anthropologues, faut pas me taper, de toute une évolution où la dimension figurative de la représentation a petit à petit s'est résorbée dans la lettre. Mais vous avez dans ces sociétés quelque chose qui fait que l'imaginaire a sans doute un rôle extrêmement important, et que vous pouvez avoir une inflation de l'imaginaire qui peut prendre la forme de visions partagées, notamment dans l'animisme, dans le chamanisme, et que nous n'entretenons pas le même rapport au corps. Il me reste combien ? Une ? Par exemple, je termine là-dessus, la parabole des Grandes Antilles et la controverse de Valladolid. Quand même deux manières complètement différentes de penser ce que c'est qu'un être humain. Pour les Indiens qui avaient capturé quelques conquistadors, la preuve qu'ils n'étaient pas des dieux, c'était qu'éventuellement, plongés dans l'eau, au bout de plusieurs semaines, leur corps se mettrait à pourrir. Ça a été le cas. La controverse de Valladolid, il faut en remercier les jésuites contre les dominicains, eh ben, c'était quand même que la vérité d'un sujet, c'est par le biais de son discours qu'on peut l'obtenir. Et sur la question de la vérité, je ne me positionnerai pas sur la vérité avec un grand V, mais je dirais qu'en tout cas, en tant que sujet, chaque fois qu'il y a du ratage, il y a de la vérité. Voilà, c'est là-dessus que je termine.